L'entrepreneuriat est un parcours du combattant de tous les jours. Je pense souvent au hamster dans sa roue, ou celui qui essaie de monter les marches de l'escalier et qui galère. C'est un peu ça, l'entrepreneur, c'est le gars qui est sur les rails et qui va systématiquement enlever les troncs pour que la locomotive continue à avancer. Donc c'est un peu ça le parcours d'entrepreneur. J'ai 38 ans, j'ai créé ma première boîte à 23 ans. Ça va faire 15 ans que j'entreprends. D'abord dans le Web 2, maintenant dans le Web 3, depuis 5 ans. Finalement, peut-être ce qui me constitue en premier lieu, c'est ma capacité à prendre des risques. Et je considère les risques comme une forme d'audace. C'est peut-être le conseil que je donne en premier lieu à tous les étudiants que j'ai chaque année, c'est soyez audacieux. Parce que la chance sourit toujours aux audacieux. Mais avant ça, je fais un petit rollback. Je repars en 2017 parce qu'il y a deux événements, il y a deux chocs majeurs qui ont traversé ma vie professionnelle à ce moment-là. Le premier, c'est une prise de conscience citoyenne de l'hyperfinanciarisation de nos sociétés et de l'inefficience totale de cette industrie financière à servir l'économie réelle. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, il faut générer 2,5 points de dette pour générer 1 point de croissance. On a une industrie financière qui n'a retenu aucune conséquence et aucune leçon de la crise financière des subprimes de 2008, crise financière qui, au demeurant, m'a poussé à créer ma première boîte parce qu'il n'y avait pas de job à ce moment-là. Pour vous donner un ordre d'idée, la prochaine crise financière qui arrivera, tout le monde a sur le bout de la lèvre en sachant qu'elle est imminente, sera 10 à 20 fois plus violente que celle qu'on a connue en 2008, pour la simple et bonne raison, c'est que les dettes publiques privées de tous les pays du monde n'ont fait qu'exploser. Je prends la dette américaine publique-privée, on est à 75 000 milliards de dollars. Si on devait écrire le chiffre, je suis pas sûr que ce bureau serait assez long pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, je prends conscience que, en tant que simple citoyen, je n'ai strictement aucune prise pour contraindre cette industrie à changer. C'est l'alpha et l'oméga de nos sociétés, et je ne peux pas la pousser à changer. Ce qui m'amène au deuxième choc que je traverse à ce moment-là. On est fin 2017, et là, j'ai David Princet, mon pote, qui arrive dans mon salon, qui est l'ancien cofondateur du Club français des crypto-monnaies, et que vous connaissez peut-être comme étant le DG France de Binance actuellement, qui vient me faire un cours magistral sur la blockchain. Et il m'explique CoinMarketCap, les projets, comment ça fonctionne, la décentralisation, la distribution. Je crée mon premier MyEther Wallet à ce moment-là, et bien évidemment, je commence à investir sur un paquet de projets également à ce moment-là. Mais je comprends surtout une chose, c'est que derrière cette infrastructure, ça va devenir le sous-jacent technologique de toutes les industries, et a fortiori de l'industrie financière. Et donc, il y a une promesse qui est extraordinaire, c'est que là où tous ces institutionnels qui se trouvent être au sommet de la symétrie entre impact sur le monde et prise de responsabilité sociétale, qui ont creusé des douves autour de leur pouvoir de marché dont le régulateur est bien souvent le bras armé, les plus profondes possibles pour éviter toute disruption de ce fameux pouvoir de marché, la blockchain agit comme un remblai. Elle a le pouvoir de permettre de développer des infrastructures financières alternatives concurrentes immédiatement à des institutions qui ont pignon sur rue depuis parfois plus de 100 ans. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. On arrive fin 2018, j'ai déjà placé plus de 20% de mon capital en crypto. Et fin 2018, ça coïncide avec une soirée où je vais chercher une pizza avec un de mes potes. On est en train de refaire le monde et en train, là aussi, de se rendre compte qu'on n'a aucune prise sur cette industrie. Et là, il y a le pizzaiolo qui refuse ma carte bancaire. Et je comprends deux choses. La première, c'est que le paiement, c'est la racine de notre relation individuelle à la finance. C'est l'origine même du flux. C'est ce qui nous lie à cette industrie déconnectée, finalement, à l'économie réelle. Et la deuxième chose que je comprends, c'est que derrière ce refus, il y a des frais qui nous sont invisibles à nous, comme un du mortel, mais que les économistes appellent la TVA bancaire puisque ça s'applique sur chacune de nos transactions TTC. Et on le voit, il y a une guerre au cash qui est menée, qui est délétère d'ailleurs pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, pour notre vie privée. Et donc il y a des intermédiaires du paiement qui, face à une numérisation massive de nos transactions, vont se gaver. On parle de 1900 milliards de transactions numériques d'ici la fin 2025. Ça va générer 361 milliards de frais de commission pour tous les intermédiaires du paiement.
Je rentre, j'écris le draft de Retrib. Créer la première institution financière de paiement qui intègre à la racine de son modèle économique de l'impact positif. Comment faire en sorte que chacune de nos transactions, sans que ça coûte un centime à l'utilisateur, et tout en étant plus économique pour le commerçant, contribue à soutenir des actions et des œuvres sociales ou environnementales. Les grands enjeux de notre époque, finalement. Vous connaissez tous l'arrondi à la virgule, c'est très cool. Les grandes institutions se drapent dans la vertu de la RSE tout en vous ponctionnant, vous. L'idée était de créer la première institution qui corrèle sa performance commerciale avec sa contribution sociétale sans que ça coûte un centime à l'utilisateur. Je prends souvent cet exemple pour illustrer mon propos. Admettons que vous vouliez acheter une pomme, vous voulez acheter biologique, vous voulez acheter sans OGM, vous voulez que le petit producteur soit correctement rémunéré par le distributeur chez qui vous l'avez acheté, Carrefour, Leclerc, whatever. Mais vous allez, avec vos cartes bancaires, enrichir systématiquement des acteurs qui sont en totale contradiction avec ces valeurs. Visa, Mastercard, votre banque, la Bread, la Société Générale, peu importe. Puis il y a les commissions d'interchange, les commissions de réseau. Et bien avec Retrib, la solution de paiement qu'on a déployée, vous pouvez payer demain chez votre commerçant, si tant est qu'il est Retrib aussi, tout en vous assurant que l'institution financière qui est derrière s'assure de redistribuer une partie, et c'est pas marginal, on redistribue 33% de nos commissions pour financer ces projets. Et bien évidemment, on a lancé ça sur une infrastructure HLM. Infrastructure hybride parce que je crois profondément à l'hybridation. Je ne crois pas au système complètement alternatif. Déjà parce que la guerre sera absolument terrible contre les institutions financières en place, mais parce que finalement, on va tendre vers cette institution, cette hybridation. Comment on s'est financé? On lance le projet en 2020, c'est le Covid, on est à Station F, c'est l'enfer, trouver des financements relève de l'impossible, et on va tenir bon, résilience, on va builder, on va rejoindre des réseaux. Et en 2021, c'est le bull run. Et je vois des projets éclatés, du sol au plafond, lever des centaines de milliers de dollars sur un PowerPoint. Je me dis, c'est pas possible. On a une équipe extraordinaire, on a un projet de feu, on a des advisors qui viennent de chez Facebook, de chez Google. Pas de raison. Et donc, on va créer notre propre token de gouvernance. En l'espace de 3 mois, on va lever 1,7 million de dollars directement sur les marchés crypto auprès d'investisseurs privés. Le projet est lancé, on va développer. Aujourd'hui, on a 200 commerçants qui utilisent dans 2 villes pilotes notre service. On a 5000 utilisateurs. On est déployé dans une trentaine, même bientôt une quarantaine d'écoles et d'universités en France, puisque ce sont des hubs commerçants à part entière. Mais surtout, en tant que porteur de projet, et seuls les porteurs de projets émetteurs de tokens ont cette visibilité à 360 degrés sur l'écosystème, j'ai appris de ce qu'était le Web3. J'ai appris de comment fonctionnait le Web3. Et je rejoins Brian sur le fait que c'est avant tout une industrie qui encore aujourd'hui est tournée vers l'industrie financière. Et clairement, ce que j'y vois aujourd'hui, c'est que le Web3, dans sa dimension financière, est souvent bien pire que la TradFi, bien pire que la finance traditionnelle. Elle a repris tous les pires mécanismes qui existaient dans la finance traditionnelle de manière totalement dérégulée, non régulée. C'est pas dérégulé, c'est non régulé. Et donc, certes, il y a tout à faire. Mais aujourd'hui, ce qui est fait est drivé par un driver principal qui est l'appât du gain à court terme. Je n'ai pas de jugement moral là-dessus. Très bien. La preuve en est, c'est qu'il y a même quelque chose de très bien, c'est que ça éduque financièrement, vous êtes tous là, et qu'aujourd'hui, parfois, certains discours de la Fed sont plus suivis que certains matchs de Ligue des Champions. Très cool. Ça éduque financièrement les gens. Mais surtout, il y a une promesse, qui est celle de ce bull run-là. Le bull run 2024, il est drivé par les ETF Bitcoin. Les ETF Bitcoin attirent à eux une nouvelle typologie d'investisseurs. Des investisseurs institutionnels. On ne parle plus des dégènes de vous, de moi, qui mettons des billets sur des projets early stage. On parle de hedge funds, de big corpo, on parle de banques. C'est des centaines de milliers de dollars, de milliards de dollars qui vont se déverser dans l'industrie. Et dans ce switch de paradigme, il y a bien quelque chose que je sais moi et qu'on sait chez Retrib, c'est que ces investisseurs institutionnels, ils ont pour 72% d'entre eux, dans leur thèse d'investissement, les critères ESG. C'est peut-être une des belles évolutions de la TradFi sur ces dernières années, c'est qu'ils ont pris conscience à un moment donné qu'il fallait intégrer ces critères ESG qui sont d'environnemental, social et de gouvernance. Et donc, si le Web3 veut profiter à fond de ce bull run, il va devoir se mettre en conformité avec les critères
de cette nouvelle typologie d'investisseurs. Donc, elle va devoir intégrer les critères ESG au sein de ses solutions. Chez Retrib, je vous rappelle, on avait créé notre token de gouvernance. Et ce token de gouvernance, il avait pour objectif de permettre, via une DAP, à l'ensemble de notre communauté de holders, de choisir les projets qui seraient éligibles au financement sur nos applications de paiement, à leur tour fléchables par nos utilisateurs finaux. Quand on a lancé le projet en développement il y a 6 mois, il y a tout de suite une frustration qui a émergé, c'est qu'on était en train de développer une DAP pour Retrib, par Retrib, à l'usage exclusif de Retrib. C'est cool, mais c'est quand même dommage. Surtout que quand on comprend que l'ensemble de l'industrie va avoir besoin de cocher les critères ESG, de gré ou de force, avec ou sans nous, pour pouvoir être compatible avec les milliards qui vont se déverser dans l'industrie, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et donc cette DAP qu'on a lancée, on ne l'a pas lancée uniquement à l'usage de la sélection de projets socio-environnementaux compatibles avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, pour Retrib, mais également pour tous les acteurs du Web3 qui souhaiteraient ajouter une solution clé en main en surcouche d'impact au sein de leur solution. Cette plateforme, on l'a lancée il y a 3 semaines. On a 6 projets qui sont déjà sur thématiques différentes. Retrib s'occupe de toute la due diligence, la certification des projets, la suivi de la réalisation des financements, de la certification des financements on-chain et les reports d'impact on-chain. Et donc, on a déjà des premiers projets partenaires du Web3 qui sont en train d'implémenter des solutions de Retrib pour faire de l'impact stacking, de l'impact cloud mining, de l'impact market making, de l'impact liquidity providing, toujours sur le modèle économique porté par Retrib, qui est de dire ça coûte pas plus cher ou ça rapporte pas moins à l'investisseur. Par contre, le fournisseur de services s'engage à redistribuer une petite partie de ses gains pour financer des projets socio-environnementaux. Voilà ce qu'on est en train de porter avec Retrib et en train de déployer. Pour conclure, je finirai juste par un appel que je lance à tous les futurs porteurs de projets et investisseurs que vous êtes probablement. N'oubliez jamais que vous vous êtes mis près du robinet monétaire. Que cette inflation et cette création monétaire, elle est délétère pour les peuples et pour l'économie. Donc à minima, essayez que vos projets aient un impact positif en retour. Merci à vous.